OK. Alors, avant qu'on commence, je vais juste rappeler, comme d'habitude, que ce programme Connect Aînés est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouveaux Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que j'aime particulièrement, excusez-moi. Euh, il s'agit de la mémoire. Les statistiques montrent qu'après 65 ans, près de 40% des personnes auront une forme de perte de mémoire. On se demande alors qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette situation? À quel moment est-ce qu'on devrait commencer à s'inquiéter, à se soucier de notre état de mémoire et comment faire pour préserver notre mémoire? Pour répondre à ces différentes questions, on a avec nous, comme d'habitude, Michel Dion et Kathleen qui sont là pour nous dire un peu plus. Donc, sans tarder, je leur passe la parole. Bienvenue à vous, Kathleen, Michel. Bonsoir. Mais merci. Kathleen Keogh est une étudiante à l'Université d'Alberta et tu es maintenant en troisième année. Hein? Puis des étudiantes avec notre programme Édu Franco-Santé participent toujours à la création des ateliers et à l'animation s'ils sont disponibles. Alors, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Kathleen avec nous. Alors, je vais partager mon écran. C'est pas long. J'ai tellement de choses en haut. C'est juste de mettre le slideshow. Et le voici. Alors, Christelle, tu sais comment que j'aime piquer sur toi. Oui. Alors, est-ce que tu perds souvent tes clés? Tes lunettes, probablement pas, parce que si tu perds tes lunettes, tu ne sauras pas où ils sont et tu ne pourras pas voir. Oui. As-tu tendance à perdre, par exemple, ton téléphone? Moi, je perds toujours mon téléphone cellulaire. Des fois, régulièrement, il faut que je m'appelle durant la fin de semaine pour savoir où j'ai mis mon téléphone cellulaire. Est-ce que Non, ça t'arrive? pour le téléphone, non, mais les clés, oui. Parfois, je cherche mes clés. Bon. Alors, mais avec l'âge, les pertes de mémoire se produisent plus fréquemment et parfois même plus marquées. Alors, cela fait partie, bien sûr, du processus normal du cerveau. Mais pourquoi? Et que faire pour ralentir ce processus? Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des différents types de mémoire. On va parler comment on mémorise. C'est quoi les causes qui nous fait perdre la mémoire en vieillissant? C'est quoi, est-ce qu'on peut différencier, justement, tu parlais, quand se soucier des pertes de mémoire, donc les pertes de mémoire normales dues à l'âge versus les pertes de mémoire qui est due à un trouble cognitif. Et on va bien sûr terminer par comment améliorer sa mémoire. Et à la fin, on va faire un petit jeu pour voir comment est votre mémoire. Alors, les types de mémoire. Savez-vous qu'il y a plus d'un type de mémoire? Alors, il y a, entre autres, on connaît la mémoire à long terme puis à court terme. Hein? Alors, la mémoire à court terme, c'est comme on l'appelle la mémoire de travail. C'est pour nous aider à retenir un certain nombre d'informations, juste pour quelques minutes, quelques secondes, juste assez pour être capable de réaliser une tâche. Comme par exemple, vous êtes en train de retranscrire votre numéro de carte de crédit en ligne parce que vous voulez commander quelque chose. Donc, ça utilise la mémoire à court terme. Par exemple, vous conduisez pour aller quelque part, vous devez suivre les pancartes de circulation. Alors, vous devez vous rappeler qu'est-ce que la pancarte de circulation vient de vous dire pour pouvoir prendre le bon chemin. Alors, ça, c'est la mémoire à court terme. Alors aussi, on a la mémoire à long terme. Alors, la mémoire à long terme est comme divisée en deux. Il y a la mémoire qu'on appelle implicite. C'est la mémoire qu'on ne s'en rend pas compte. C'est la mémoire qu'on appelle des automatismes. Puis, tu as la mémoire qu'on appelle explicite. Alors, quand on parle, si on revient à la mémoire justement implicite, qu'on appelle la mémoire des automatismes, alors pensez à, par exemple, c'est comme quand vous utilisez des ustensiles pour manger. Vous utilisez cette mémoire-là. Vous n'avez pas besoin de réapprendre à utiliser la fourchette. C'est maintenant bien ancré dans votre cerveau. C'est devenu un automatisme. Alors, c'est comme faire la bicyclette. Hein? Il paraît-il que même si ça fait des années qu'on n'a pas fait de bicyclette et qu'on revient dessus, on va garder cet automatisme de façon. Et j'ai la preuve.
Parce que moi, depuis 12 ans, la dernière fois que j'avais fait du basic, c'était quand j'avais 12 ans et j'ai réessayé de refaire le basic l'été passé. J'avoue que quand j'ai fait du basic, j'étais un petit peu inconfortable, là, puis j'avais l'air de quelqu'un qui était sous sur le chemin parce que mon équilibre n'est pas trop bon, mais je n'avais pas oublié comment faire le basic. Dans la mémoire aussi implicite, la mémoire des sens. Par exemple, la mémoire du toucher. Quand vous touchez quelque chose qui est rugueux, un papier sablé, vous n'avez pas besoin de le voir tout de suite quand vous le touchez, vous savez que c'est un papier sablé. Ça peut être aussi les odeurs de rose, les endroits. Ça peut être aussi des visages, les visages des personnes que vous connaissez. Donc, ça vient, c'est comme un automatique. Si on va dans la mémoire explicite, donc, c'est divisé aussi en deux parties. Tu as la mémoire qu'on appelle des événements, des épisodes. Ça, c'est plutôt propre à vous. Donc, le mariage, la naissance d'un enfant, par exemple. Et l'autre partie, c'est la mémoire sémantique, c'est la mémoire des apprentissages, comme par exemple les tables de multiplication, les pays, les capitales, par exemple. Alors, les mémoires sémantiques, elles vont dépendre du niveau de scolarisation, de l'éducation, mais aussi de l'expérience. Et il y a aussi une mémoire qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Cette mémoire-là, c'est que plus qu'une émotion est attachée à un événement, plus que l'événement va devenir inoubliable, puis ça va rentrer comme mémoire à long terme. Alors, c'est pour ça que si jamais, par exemple, vous marchez dans un chemin, puis vous rencontrez un ours, bien, je vous garantis que vous allez toujours vous rappeler de cette journée-là et du chemin que vous avez pris et probablement des choses qui étaient autour de vous par rapport à si vous marchez tout simplement dans un chemin puis il n'y a rien qui vous arrive. Alors, quand il y a une émotion qui est attachée à une situation, vous allez vous en rappeler. Vous allez vous en rappeler des belles émotions quand il y a des émotions positives attachées, mais aussi quand il y a des traumas, par exemple les traumas de guerre, mais c'est aussi, ces émotions-là sont tellement fortes que ce qui s'est passé, les gens vont s'en rappeler pour longtemps parce qu'à cause de cette mémoire-là, les émotions. Alors, les émotions permettent d'ancrer plus solidement une mémoire. Alors, chaque mémoire a besoin de dialoguer puis d'être interconnectée avec les autres mémoires pour bien fonctionner. Mais ça a besoin d'un chef d'orchestre. Alors, le chef d'orchestre, ça s'appelle l'hippocampe, que j'ai mis avec la flèche rouge. Alors, l'hippocampe, elle permet de passer de l'information apprise, par exemple, de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, et à classer l'information dans les bonnes cases. Mais comment qu'on mémorise? Il y a 3 étapes, très simples. On saisit l'information, hein, on apprend l'information, on va stocker l'information, puis ensuite, on va se rappeler. Alors, c'est 3 indices. Puis, on va se rappeler, c'est soit spontanément, comme par exemple les automatismes, utiliser un ustensile, ou des fois avec des indices. Alors, ça, c'est simple. Mais pourquoi perd-on la mémoire en vieillissant? Donc, la première partie qu'on se rappelle comment qu'on apprend, vous vous rappelez, c'est la saisie. Alors, pour bien capter l'information, ben, ça nous prend des éléments. D'abord, il faut être attentif. Alors, si on est distrait parce que notre cerveau est rempli, est perturbé par des événements, on est anxieux, on est distrait, il y a d'autres choses qui se passent à côté de nous, bien, on va pas se rendre compte de ce qu'on fait, donc on va pas bien apprendre ou capter l'information. Aussi, si on comprend pas bien, on n'a pas une bonne audition, on va pas non plus bien capter l'information. Et la même chose, si on voit pas tellement bien, oups, je vais aller là, si on voit pas tellement bien, on ne pourra pas non plus capter l'information de façon juste. Donc, on ne va pas bien la saisir, puis on va risquer d'oublier. Les autres étapes aussi, ça s'appelle, bon, les étapes, on avait parlé du stockage et de la récupération, mais les autres, ils diminuent en vieillissant. Puis il y a différentes raisons pourquoi. La première raison, c'est souvent, Christelle, je suis sûre que tu fais la même chose, on utilise des stratégies qui sont répétitives. Hein? On appelle ça superficielles.
Par exemple, on fait toujours la même chose. On utilise le même chemin. On a toujours la même routine le matin. Tu te lèves le matin, tu prends ton café, ton déjeuner, tu t'en vas, tu utilises le même chemin pour aller travailler. On fait les mêmes automatismes. Mais on ne travaille pas la mémoire. La mémoire, c'est comme un muscle. Il faut un petit peu la mettre au défi. Donc, en vieillissant, on vient confortable dans ces automatismes, puis on ne sort pas de notre zone de confort, mais ça nuit à notre mémoire. Alors, les étapes que je vous dis, ça va être important parce que ça va être là ce qu'on va pouvoir agir, puis on va vous donner des trucs, comment on peut améliorer votre mémoire. Alors, ça, c'est une des choses. Alors, une des stratégies qu'on va parler, c'est d'essayer de changer la routine. L'autre aspect aussi qui change en vieillissant, c'est la vitesse de notre cerveau pour traiter l'information ralentie. Il peut être difficile parfois d'exécuter certaines tâches plus complexes. Une des raisons, c'est que les communications entre les neurones peuvent diminuer à cause qu'il y a une diminution d'une substance qu'on appelle l'acétylcholine, qui rend plus difficile de récupérer des souvenirs puis d'enregistrer des nouveaux souvenirs. Alors, il paraît qu'à partir de l'âge de 30 ans, Christelle, la quantité de cette substance-là diminue. Mais bonne nouvelle, parce qu'il y a une recherche à Montréal. Eux autres, ils croient qu'en entraînant notre cerveau par différents exercices, ça aide à augmenter la quantité de cette acétylcholine. Alors, de plus aussi, en vieillissant, il y a des différentes substances dans le cerveau qui diminuent. On va penser à la sérotonine puis à la dopamine. La sérotonine, c'est un peu l'hormone du bonheur. Donc, en vieillissant, elle peut diminuer. Donc, on peut se sentir plus déprimé, manquer de motivation, par exemple. Aussi, la dopamine peut être affectée. Donc, nos mouvements vont être plus raides, l'équilibre va être moins bon. L'autre chose qui est importante, c'est que faire de l'exercice, ça augmente la quantité de ces substances-là dans notre cerveau. Alors, l'activité physique, comme on avait dit, est importante pour la mémoire. Mais chose intéressante, moins intéressante, ça dépend, mais ça a été découvert que le volume de notre cerveau diminue après 65 ans. Alors, à chaque 10 ans, on perdrait 2 de notre volume du cerveau. Donc, entre autres, l'hippocampe. Vous vous rappelez, l'hippocampe, c'est le chef d'orchestre entre les différentes mémoires. C'est pas parce que les cellules nerveuses meurent, mais c'est plutôt parce qu'elles deviennent plus petites puis elles ont moins de branches. Mais pas de panique parce que notre cerveau est un organe vraiment très mystérieux et même si nos cellules nerveuses ne fonctionnent pas aussi bien, les autres neurones autour peuvent compenser puis ils peuvent développer des nouvelles branches pour pallier à des déficits. Puis aussi, c'est pour ça qu'on dit, plus qu'on exerce notre cerveau, plus ces connexions-là vont s'améliorer. Et aussi en vieillissant, on va continuer à développer des nouvelles cellules nerveuses. C'est sûr qu'on en fait moins que quand on était plus jeune, mais on est capable quand même de développer des cellules nerveuses. Et finalement, la circulation au niveau de notre cerveau est moindre. Mais donc, c'est important d'avoir une bonne circulation au niveau du cerveau parce que le cerveau a besoin de nutriments, dont le sucre et les différentes vitamines pour bien fonctionner. Alors, c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi l'activité physique est importante, parce que l'activité physique va aider cette circulation au niveau de notre cerveau pour amener davantage de glucose et davantage de nutriments à notre cerveau. Il y a certains médicaments que vous pourriez peut-être avoir prescrits qui pourraient affecter votre cognition, votre mémoire. On va penser, par exemple, à des anti-allergiques comme le Benadryl. Il y a certains médicaments comme pour la vessie, comme le Vésicare, par exemple, qui peuvent affecter un peu la mémoire à long terme. Il y a certaines personnes qui ont eu des maladies, qui ont eu des traumas à la tête, donc qui ont souffert de commotion cérébrale ou qui pourraient avoir des ACV ou de l'Alzheimer. À cause de ça, leur mémoire aussi risque d'être affectée. Et comme on a dit, les problèmes psychologiques vont affecter la mémoire parce que quand on est bouleversé au niveau des émotions, on est moins capable, entre autres, de capter l'information que nous recevons. Puis aussi, bon, on peut moins bien dormir, on peut être distrait,
on peut manquer de motivation. Tout ça peut affecter notre mémoire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des pertes de mémoire que nous avons? C'est quand qu'il faut s'inquiéter? Ou c'est-tu parce qu'on a un début de démence? Ou c'est tout simplement parce qu'on est distrait? Ou peut-être c'est tout simplement des pertes de mémoire dues à l'âge? Alors, comment qu'on fait un peu la différence, nous, dans notre bureau? C'est que, d'abord, est-ce qu'il y a un impact fonctionnel? Alors, qu'est-ce que je veux dire par un impact fonctionnel? Est-ce que ça perturbe votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes capable encore de vous acquitter de vos tâches habituelles, comme par exemple cuisiner? Est-ce que vous êtes capable d'aller à la banque? Est-ce que vous êtes capable de faire vos transactions? C'est quoi, surtout les activités complexes? Si vous n'avez jamais fait votre comptabilité, c'est sûr que si vous commencez maintenant, ça va être difficile. Mais si vous avez toujours, par exemple, fait cette recette-là, vous ne l'avez jamais manqué, puis là, de plus en plus, vous commencez à manquer des ingrédients, vous saviez compliqué, vous la faites brûler, je ne sais pas. Ou par exemple, vous avez tendance à vous tromper de chemin, vous avez de la misère avec les transactions que vous êtes habitué de faire, c'est là qu'on pourrait commencer à s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas du tout d'impact dans vos activités de la vie quotidienne, vous fonctionnez comme d'habitude, alors, mais que vous avez des soucis avec la mémoire, votre médecin pourra vous faire passer un test cognitif, où ce qui vous fait passer différentes questions de mémoire et de rappel des informations. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont déjà passé un test cognitif. C'est le test cognitif qui nous permet de savoir si là, vous avez des pertes de mémoire qui sont dues à l'âge ou c'est des pertes de mémoire qu'on appelle un déficit cognitif, ou ce qu'on commence peut-être à avoir un petit début, là, je ne parle pas de début de démence, mais un début où on aurait de la misère avec le fonctionnement du cerveau. Alors, ça va dépendre de notre score. Si on score bien, normal, alors c'est tout simplement des pertes de mémoire dues à l'âge. Mais si on scorait moins bien, c'est là qu'on va dire, il y a peut-être un petit début de déficit cognitif. On appelle ça déficit cognitif léger. Si par contre, vous commencez à manquer des recettes, vous avez des difficultés avec la banque, les transactions, par exemple, là, la même chose, ils vont vous faire passer un test cognitif. Et là, si vous n'avez pas un bon score au test cognitif, là, on va commencer à s'inquiéter, à savoir est-ce que vous commencez un début de démence. Mais il faut dire que les tests cognitifs et la mémoire peuvent être affectés par notre état mental. Alors, les gens qui sont isolés, qui ont de la déprime, qui sont anxieux, leur activité de la vie quotidienne va être affectée, donc il y aura un impact fonctionnel, mais aussi ils ne vont pas bien scorer, évidemment, au test cognitif. Alors, c'est pour ça, des fois, ça peut être un petit peu difficile à déterminer. Et certains psychiatres qui s'occupent des personnes âgées, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord traiter la personne pour de la dépression ou de l'anxiété, puis voir si elle va s'améliorer, puis refaire le test par la suite plus tard, après un traitement, par exemple, de 6 mois, puis refaire le test cognitif pour voir s'il y a une amélioration de ce côté-là. Alors, c'est ça un petit peu ce que nous faisons au bureau pour déterminer les différents types de pertes de mémoire. Alors, après avoir parlé de tout ça, le meilleur, comment qu'on peut faire pour améliorer la mémoire et pour pouvoir garder notre mémoire à bonne santé? Alors, peu importe si vous avez une perte de mémoire due à l'âge, un déficit cognitif léger ou un début de démence, vous pouvez optimiser votre mémoire de différentes façons. Par exemple, en prenant soin de votre santé physique, on va tout retoucher au point un peu plus en détail. En faisant de l'activité physique, en étant socialement actif, en mangeant sainement, en dormant bien, en s'occupant de sa santé mentale. Je vais vous montrer des outils que vous pouvez utiliser pour mieux mémoriser et finalement en stimulant votre cerveau. Alors, si on parle de la santé physique, l'insomnie
hein, et l'apnée du sommeil, ça affecte notre sommeil. Donc, ça peut causer des troubles de mémoire. Alors, si on peut essayer d'améliorer notre qualité de sommeil, notre mémoire sera mieux. Alors, il y a aussi différentes maladies chroniques comme l'hypertension, le cholestérol, le diabète, qui peuvent augmenter les problèmes de maladies comme le stroke, par exemple, les ACV, et ça va affecter la circulation au niveau de notre cerveau. Donc, si on contrôle notre haute pression, on a une pression qui est normale, on contrôle notre diabète, on contrôle notre cholestérol, soit en mangeant santé ou en prenant des médicaments, tout ça, ça l'aide à améliorer notre circulation au niveau de notre cerveau, puis à faire en sorte que notre mémoire ne soit pas affectée. Bien sûr, attention à la cigarette et l'alcool parce que ça va jouer sur la mémoire. Ça va, par exemple, l'alcool peut diminuer si on en prend en trop grande quantité. L'alcool va diminuer l'absorption de certaines vitamines, entre autres, puis c'est aussi toxique au niveau des cellules nerveuses. Et fumer, mais ça augmente les risques qu'on a parlé de stroke, par exemple, d'ACV, qui va affecter la circulation. Si vous avez de l'hypothyroïdie qui n'est pas traitée, ça va affecter la mémoire. Certains médicaments, attention, peuvent affecter la mémoire. Donc, vous pouvez en parler avec votre médecin qui pourrait regarder un peu la liste des médicaments, puis peut-être choisir des choix qui seront un peu mieux pour vous. Si vous avez déjà une prise de sang, vous pouvez demander à votre médecin s'il a déjà testé votre vitamine B12. Parce qu'on suggère en vieillissant d'avoir un niveau de vitamine B12 de plus de 300. Alors, la normale, si on se fie juste à la normale est de plus de 150. Mais en vieillissant, moi, je suggère aux personnes âgées de viser une B12 dans le sang de plus de 300. Puis si, malgré que la diète qu'il mange santé, parce que la B12 est principalement retrouvée dans les aliments animaux, que ce soit la viande, les œufs, le produit laitier, le poisson. S'ils mangent de façon santé raisonnable, bien, ils ont peut-être besoin de suppléments juste pour essayer d'augmenter puis de viser des niveaux optimaux de vitamine B12. L'autre chose, c'est la vitamine D. La vitamine D pourrait aussi améliorer nos fonctions cognitives. Alors, faites sûr que vous prenez votre vitamine D. On suggère environ de 400 unités internationales à 1000 unités internationales. C'est sûr que l'exercice aide la mémoire de plusieurs façons. Par exemple, les personnes qui font régulièrement des exercices physiques ont moins tendance à développer des maladies du cœur, des AVC et du diabète, qui peuvent aggraver les pertes de mémoire. Aussi, l'activité physique permet d'augmenter la circulation sanguine au cerveau et donc l'apport en nutriments et en oxygène. De plus, faire régulièrement des exercices physiques aide à réduire le stress et aussi à améliorer l'humeur. L'exercice physique stimule aussi le développement des nouvelles cellules nerveuses, en particulier les cellules dans l'hippocampe. Mais quels exercices faire? Le plus important, ça serait de trouver une activité qui vous donne du plaisir, comme la marche, le bicycle et la natation, par exemple. Comme autre point, le maintien des liens sociaux vous aide à garder votre cerveau en forme. Avoir une vie sociale active peut également réduire votre stress, égayer votre journée et consolider vos relations. Par exemple, faites du bénévolat, aller dans les événements, jouer à des jeux de société avec d'autres personnes ou prenez un café entre amis. Ah, Michel, je pense votre micro. Ouais. Merci. On essaie de fermer notre micro chacun notre tour pour pouvoir avoir un lag. Alors, on va parler un peu de la nutrition qui aide notre cerveau à être en bonne santé. Alors, en général, manger santé, en suivant le guide alimentaire, ça nous donne un bon point de départ. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'assiette santé du guide alimentaire canadien. L'assiette santé, c'est comme c'est montré ici. L'assiette santé, c'est pour nous donner une idée des proportions des quantités d'aliments dans chacune des catégories qu'on devrait manger pour avoir une diète qu'on dit équilibrée
et pour remplir nos besoins en vitamines et minéraux. Alors, la moitié de l'assiette des fruits et des légumes, le quart pour les protéines et l'autre quart pour les grains entiers. Souvent, le guide alimentaire canadien va mettre le verre d'eau comme la boisson de choix, mais moi, je dis, en vieillissant, l'eau, c'est bien, mais il faut penser aussi au verre de lait parce que le calcium, c'est important pour nos os et nos muscles. Mais si on parle au niveau de notre cerveau, les vitamines qui sont bonnes pour notre cerveau, comme on a parlé tout à l'heure, c'est la B12. La B12, c'est dans les aliments d'origine animale, que ce soit les fruits de mer, le poisson, le lait, la viande, n'importe quel produit animal a la B12. Mais en vieillissant, l'absorption de la B12 peut parfois diminuer. C'est pour ça que même si vous mangez bien, c'est bon de faire tester votre B12 pour s'assurer que même si vous mangez assez, que vous avez assez de B12. Il y a d'autres vitamines aussi qui vont aider notre cerveau, c'est les autres vitamines des complexes B, donc la B1, la B6, la B9, tous les B presque. Les vitamines B, on les retrouve principalement dans les grains entiers. Alors, les aliments qui sont riches en oméga aident aussi notre cerveau à bien fonctionner. J'ai une diapositive après qui va vous montrer les différents gras et les différents oméga. On va penser aussi aux antioxydants. Alors, les antioxydants vont penser à la vitamine C, la vitamine E, qui va être bonne, le bêta-carotène, le zinc et le sélénium. Les antioxydants, ce qui fait, c'est que ça aide à protéger nos cellules des radicaux libres. Alors, quand nos cellules nerveuses travaillent, ils vont libérer des déchets qu'on appelle des radicaux libres, et ça peut endommager nos cellules. Alors, c'est pour ça que ces antioxydants, c'est comme une protection pour nos cellules nerveuses. Attention à l'alcool, parce que l'alcool, de façon excessive, peut endommager notre cerveau parce que c'est toxique, mais aussi ça peut nuire à l'absorption des vitamines et ça va nuire à notre appétit. Donc, ça va couper notre appétit et on aura moins de bonnes vitamines. Alors, voici ici le tableau des différents gras. Donc, on va surtout favoriser les gras non saturés. Donc, on a les oméga 9, qui est comme les polyinsaturés, et à droite, les monoinsaturés, qui est les oméga 3 et 6. Donc, ça vous donne une idée où est-ce qu'on pourrait trouver ces omégas. Donc, que ce soit les oméga 3, 6 ou 9, les omégas, c'est des bons gras à consommer. Éviter les autres gras. Manger, c'est pas nécessairement éviter complètement, mais manger en modération les gras saturés d'origine animale. Donc, ici, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vitamine E, bêta-carotène, zinc et sélénium, mais on a mis un tableau pour vous donner un peu une idée où est-ce qu'on pourrait trouver ces vitamines. Alors, si jamais vous voulez prendre une photo, mais en gros, les graines, les amandes, des graines de différentes graines, c'est très bon en vitamine E. Les bêta-carotènes, on les retrouve par exemple dans la courge, les carottes, la citrouille. Le zinc peut être retrouvé dans les huîtres, dans la viande comme la dinde, les lentilles, et le sélénium dans les huîtres encore, les poissons, le thon par exemple, qui sont aussi des bonnes sources d'oméga. On peut penser aussi dans les grains entiers comme le pain de blé entier. Alors, ça vous donne une idée. De façon générale, le stress, l'anxiété et la dépression affectent la concentration, ce qui rend plus difficile de bien mémoriser. Alors, faites des activités qui vous relaxent, comme écouter de la musique ou prendre un café avec des amis. Vous pourriez aussi apprendre des techniques de méditation. N'hésitez pas à consulter si vous ne voyez pas d'amélioration et prendre soin de sa santé mentale est aussi important que prendre soin de sa santé physique. Dormez assez. Vous avez besoin d'au moins 7 heures de sommeil par nuit. Le sommeil, en gros, se compose de 5 stades, dont l'un des stades est le sommeil paradoxal. Il est important pour consolider les apprentissages et stocker des nouvelles informations. Si vous dormez pas assez, il y aura moins de temps dans le sommeil paradoxal, ce qui affecte la mémoire.
De plus, lorsqu'on est fatigué, l'attention est altérée et notre humeur est aussi affectée, ce qui se répercute sur la mémoire. D'où l'importance de bien dormir. Alors, pour toi, Christelle, qui a tendance à oublier des choses, là, on va parler de la stratégie pour mieux retenir. On va utiliser la stratégie voler. Voler, c'est pour l'acronyme, évidemment. Alors, si on commence par V, V, c'est pour voir et dire. Alors, par exemple, moi, ça m'arrive d'oublier où est-ce que j'ai mis mes clés, ou bien, par exemple, est-ce que j'ai barré ma porte en sortant? Donc, visualisez dans votre tête ce que vous allez faire et dites-le à voix haute. Par exemple, je m'en vais au restaurant et je barre ma porte. Et quand vous le faites, vous le dites à voix haute. Alors ça va vous aider à retenir l'information puis à ne pas oublier. Donc, tu pourrais utiliser la prochaine fois pour tes clés. O, c'est pour organiser. Alors, par exemple, les clés, mais pensez à organiser votre maison, à choisir des endroits où est-ce que vous allez mettre ces objets-là que vous utilisez le plus souvent. Il y a peut-être aussi des objets que vous utilisez le moins souvent, mais qui sont importants. Alors, fixez-vous un endroit spécifique dans la maison et essayez d'être discipliné pour toujours remettre cet objet-là à la bonne place. Comme ça, vous allez éviter de toujours chercher pour cet objet-là. Donc, ça peut être une autre stratégie pour moins oublier nos choses puis moins les égarer. Ça, c'est organiser. L'autre, elle, c'est pour lier. Alors, par exemple, vous pouvez associer un mot, quelque chose à un nouveau mot ou à une nouvelle information. Exemple, moi, je suis terrible avec les noms des personnes. Alors, on peut penser, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on va dire Marc Boulanger. Donc, Marc, ça peut être, vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille, un cousin qui s'appelle Marc. Donc, vous pensez à votre cousin, puis boulanger, vous pensez au métier boulanger, quelqu'un qui prépare du pain. Alors, en associant votre cousin avec du pain, là, vous allez vous rappeler de cette personne-là, Marc Boulanger. Si vous essayez de faire des images avec la nouvelle information, pourrait vous aider. L'autre, écrire, E pour écrire. Donc, utilisez des blocs-notes, par exemple. Écrivez-vous, organisez-vous, ayez un agenda. Hein? Essayez des fois, certaines personnes utilisent le téléphone, les nouvelles personnes. Kathleen utilisait probablement plus le téléphone. Moi, je suis la méthode papier. Quand vous faites votre liste d'épicerie, essayez d'organiser en catégories, par exemple, les aliments. Puis, quand vous allez à l'épicerie, essayez de vous rappeler ce que vous allez acheter. Puis, vous utilisez la liste d'épicerie comme, par exemple, un outil pour vous corriger. Donc, ça, c'est une façon de pratiquer votre mémoire puis de l'exercer. Alors, essayez ça peut-être la prochaine fois. Faites votre liste d'épicerie. Ça peut être aussi une liste d'autres choses, mais c'est juste pour essayer de vous forcer à vous rappeler de l'information, mais vous utilisez votre bloc-notes que vous avez écrit comme outil pour vous corriger. Alors, ça va aussi vous rassurer, puis là, vous pouvez vous mettre au défi d'essayer de plus en plus d'oublier moins d'informations. De toute façon, moi, j'oublie toujours ma liste d'épicerie à la maison. J'ai appris à essayer de jumeler ou de regrouper l'information parce que j'ai tendance, moi, c'est le défi de ne pas oublier ma liste d'épicerie à la maison. Alors, la récupération, pour récupération, la dernière, c'est si on veut se rappeler une nouvelle information, on essaie de la répéter régulièrement. Par exemple, un numéro de téléphone ou une adresse. Donc, ou un numéro quelconque que vous devez vous rappeler. Alors, vous dites ce numéro-là, puis quelques secondes plus tard, vous essayez de vous rappeler et vous le redites à voix haute. Et vous espacez le temps où ce que vous essayez de vous rappeler de ce numéro-là de téléphone. Et en exerçant sa mémoire pour se rappeler de l'information dont on veut se rappeler, ça l'aide
notre mémoire à enregistrer cette information-là dans la mémoire à plus long terme. Alors, on transfère cette mémoire-là de court terme à la mémoire à long terme parce qu'on fait l'exercice de régulièrement se rappeler de l'information. Un peu comme on apprend à l'école. Donc, ça, c'est un autre outil. Et finalement, stimuler notre cerveau. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le cerveau, c'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, notre cerveau va rétrécir. On en a parlé un peu. Mais aussi, c'est que notre cerveau va être moins habile à se rappeler de l'information. Alors, plus qu'on l'utilise, mieux il devient. Alors, d'abord, changer de routine. Alors, on se rappelle, la routine, ce n'est pas tellement bon pour notre cerveau parce que notre cerveau est comme là. Il ne se force pas à être vigilant. Alors, changer, par exemple, l'ordre dans lequel vous vous préparez le matin. Vous pouvez, si vous conduisez, prendre une nouvelle route. Juste prendre le chemin un peu plus loin, juste des petites routes que vous n'avez pas l'habitude, sans nécessairement de vous allonger, mais prendre un petit peu des routes différentes. L'autre aussi, vous pouvez essayer d'utiliser davantage votre main non dominante. Donc, si on est droitier, essayez d'utiliser davantage votre main gauche, par exemple, pour vous peigner, pour certaines tâches, pour forcer votre cerveau à un petit peu s'ajuster. Alors, changez la routine. Apprenez quelque chose de nouveau. Donc, aujourd'hui, vous avez appris plein d'informations. Alors, ça, c'est bon pour la mémoire parce qu'en apprenant de l'information, on aide notre mémoire. Donc, vous pouvez apprendre, par exemple, aussi une nouvelle langue, apprendre un nouveau jeu de société, jouer à un jeu de société, lire un livre, essayer un nouveau hobby. Hein, vous avez parlé du pickleball, par exemple. Essayez de se souvenir. Donc, comme j'ai parlé, et quand vous écrivez, vous allez à l'épicerie, vous préparez votre liste d'épicerie, essayez de vous souvenir les informations qui sont dessus. Amenez quand même votre liste d'épicerie comme outil, mais forcez-vous à vous rappeler. Ça peut être aussi, vous pouvez aller à quelque part, vous pouvez vous amuser à vous rappeler des différentes informations, par exemple la plaque d'immatriculation, essayez de vous rappeler de ça. Donc, essayez de faire des exercices qui vous forcent le rappel. Vous pouvez aussi essayer différentes activités qui sont stimulantes pour le cerveau. Puis, il y a tellement d'activités que vous pouvez faire. Il n'y a pas une activité qui est meilleure qu'une autre. En fait, c'est de varier puis d'avoir du plaisir dans les activités que vous voulez faire. On pense, par exemple, au tricot, au bricolage. On va penser au-dessus du cours. Les différents jeux sur Internet. On va penser au bingo, par exemple. Il y a différentes activités comme ça qui aident à stimuler notre cerveau de différentes manières. Alors, variez vos activités, c'est ça qui est le plus important, et de vous amuser. Puis là, justement, on a une activité pour vous. OK, alors on va jouer à un petit jeu ici. Alors, je vais vous donner 10 à 15 secondes pour regarder ces images et essayer de mémoriser ces images. Et ensuite, je vais vous demander des questions au sujet des images qui se trouvent ici. OK, alors, je vous donne 10 à 15 secondes. OK, j'espère que c'est assez de temps. Puis, si je vous demande combien d'images y avait-il? Alors, si vous voulez mettre dans le chat ou ouvrir votre micro, vous êtes bienvenue. Juste deviner combien d'images y avait-il? Y a-t-il des idées? Si vous voulez juste deviner. Moi, je veux bien le dire, mais j'arrive pas à trouver le chat sur ma tablette. Ça va si vous êtes confortable à le dire à voix haute? Ouais, il y en avait 10. Il en avait 10? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? OK. Sinon, si je vous demande... Ah oui? Christelle, avez-vous une idée? Je crois qu'il y en avait 12.
OK. Ah, Stella a dit, j'avais dit 10 ou 12. Tu comptes les poussins? Oui. OK. Et quelles images ont disparu, selon Wow. vous? Ah, il y en a beaucoup, là. Il faut Oui, toutes il y les... en a beaucoup. Alors, L'animal, la chouette, le corbeau, la cigogne. Il y a un oiseau jaune aussi, chardonneret, certainement. le pingouin avec Oh, les cheveux aussi a disparu. ah oui. Euh, Wow, vous avez des bonnes mémoires. euh, Ah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, Stella a toute une liste ici. euh, le coq? Ah non, le coq est là. Ou c'est le coq ou c'est la poule? La poule. Un oiseau, il y avait un oiseau aussi. Sur une branche, oui. Ouais. OK. OK, alors vous avez des bonnes réponses. Alors, si vous voulez vérifier vos réponses, on peut regarder aux prochaines diapos. Alors, on peut compter, il y avait combien? 1, 2, 3, 4. Oh, le pélican. Ouais. Il y avait 11. Oh. Oh, Oh, Alors, presque. Ben, Et vous étiez donc, proche. tu comptes pas les poussins, là? Ah, OK. OK, super. On va en faire un autre. Oui, il y a un autre. Alors, voici les paysages. Alors, je vous donne 10 à 15 secondes à juste observer ces images. OK, maintenant, on va enlever les images. Puis là, si je vous demande quelles étaient les images, pas combien c'est d'images. pas le nom. C'est pas le nom. Parce qu'il y avait Oui, Willy a déjà donné le nombre. 9 photos. Alors, il y avait les chutes du Niagara, il y avait une île tropicale, Le il y avait désert, il y avait un champ de fleurs, Oui. Oui. un désert. il y Oui. avait un jardin avec un petit pont. Ah oui, c'est Oui. vrai. Euh, Je pense que ça fait 5 déjà. oui. Willy dit un paysage culturel. OK. Un chemin de fer. Oui. Ouais, Un, le chemin de oui, fer. un chemin de fer. Ah Oui. oui. Mhm. Oui. Euh, Vous êtes à 7. La mer, on voyait oui. la mer, oui. La Ah lune. oui. La lune, Ah, la oui, la lune. lune. La Oui. lune, La ah oui. lune, Oui, oui. oui. Oui, oui. Il reste un. Ah, Stella a dit beaucoup aussi, ouais. OK. Oui, je pense que vous avez nommé presque Cool. chaque image. Si je Yeah. me Il en trompe pas. manque peut-être une ou deux. Oh, le chemin de OK. fer, elle est pas... Voilà. Le chemin de fer a Oui. été dit, les montgolfières, Le on l'a che- pas dit. Oui, c'est la montgolfière qu'on n'a pas dit. On a dit le chemin de fer. Ah oui. Ah, Oui. OK. Quelle heure? Cool. 8 sur 9, c'est pas mal. Vous êtes pas OK, mal ah, fun. oui, c'est bien quand même. OK, maintenant on va faire une autre activité sans image. Ça va juste être les mots. Alors, on peut faire ça en groupe aussi. Alors, si vous pouvez nommer 6 vêtements commençant par la lettre C. Chandail, Oh. Oui. culotte, Casquette. Chaussettes. chaussette. Ouais, chandail, culotte. Hmm. Col, non, collet, non, non, c'est un vêtement. Stella dit chapeau. La culotte. Oui, ça, je l'ai dit. Ah, tu as dit Chapeau, oui. culotte. Oui, j'ai dit Culotte. culotte. Oh, ok, d'accord. Oui. Chapeau, oui. Un caleçon. Oui. Caleçon, OK. culotte, Oui. ça. Je pense qu'on est chemise. à 5. Ah, chemise, oui. Ouais. OK, voilà, ça fait 6 déjà. Ok. Wow. Wow, vous avez bon. Ça, OK, c'est on bien. avait une liste Oh, d'inspiration ici, mais Casquette, chandail, vous avez chemise, mentionné cravate. beaucoup. Ah collier, oui, col camisole. roulé, oui. Costume de pain. Ok. Ouais. OK, bien fait. Ouais. Et peut-être, Cool. on a une dernière activité ici. Ce serait un peu plus difficile. Si on nomme 6 vêtements commençant par la lettre S. Wow. La, Souliers. ser- la serviette, c'est un vêtement?
Salopette. Salopette, oui. Oui, good. Salopette. Sari. Oui. Oui, oui. Sari. Mhm. Soutien-gorge, oui. Soutien-gorge. Ouais, ouais. Des Sabot. souliers. Sous-vêtements. 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 Oui. Je pense que ça fait 6 aussi déjà. OK. Ah bon? Ouais, OK. Salopette, soutien-gorge, sarrau. C'est vrai, sarrau, short, sous-vêtements. Mhm. Socks. Ouais, Socks, c'est socks. anglais. Socks, c'est anglais. Ouais, ça que ça. C'est ce que c'est. Sandales, c'est pas bon. Sandales, oui. Souliers. Sandales, oui, oui. Sweater. Sweater, c'est pas anglais, ça? Sweater, c'est français. C'est anglais, ça, ouais, c'est sweater. pas moi qui a écrit celle-là, c'est Michel. Alors, je sais pas. Elle veut nous embrouiller. Sweater anglais. Socks et sweaters sont enlevés. Mais au moins, vous avez nommé au moins 6 vêtements Ouais. en français. Alors, bon travail, bon travail. Yeah. C'était Merci. les on était matrice. Michel, tu ne peux pas nous embrouiller, hein? On a retrouvé des mots anglais là. Oui, vous étiez très bon. Excellent. On devrait travailler. Yeah. Bon. Super. Donc, pour conclure, ben, les troubles de mémoire liés au vieillissement sont normaux, mais peuvent être évités ou retardés et même améliorés. Donc, après 60 ans, le cerveau doit être continuellement stimulé. C'est comme un muscle pour conserver des performances. Alors, pour améliorer notre mémoire, il faut bien prendre soin de sa santé physique, il faut faire de l'exercice, il faut être sociable, il faut manger sainement, il faut essayer de bien dormir, il faut s'occuper de sa santé mentale, c'est super important. Il faut continuer à stimuler notre cerveau de différentes façons. Alors, avez-vous des questions? Alors, Oui. tout à l'heure, là, quand tu parlais de... On peut pas arrêter le partage d'écran, Oui, peut-être? bien sûr. C'est plus facile. Oui, tout à l'heure, Michel, tu parlais de, tu sais, par exemple, tu disais pour les clés, là, il faut s'organiser, les mettre toujours au même endroit, etc. Mais est-ce que ça, c'est pas détourné, en fait? Parce que justement, pour exercer sa mémoire, il faudrait chaque semaine les changer d'endroit et puis se rappeler. Tu Oui, Là, peux tu vas utiliser causer ta du pelle. stress. On va avoir du stress, Eric. Eric, on va augmenter le stress, là. C'est des outils, ça, c'est pour aider à justement diminuer le stress puis de ne pas toujours être en train de se chercher parce qu'on peut stimuler notre mémoire de bien d'autres façons. OK. Mais ce que vous avez dit, c'est vraiment très apprécié. C'est pas Clément, là, c'est Sylvia Dion. Et puis, en tout cas, non, moi j'ai des problèmes dernièrement là, parce que je viens de subir un traumatisme crânien puis une commotion cérébrale. Alors, je trouve ça difficile de me souvenir. Des fois, je parle, puis j'oublie qu'est-ce que je disais. Combien de temps ça pourrait prendre, ça à revenir? Ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Ça dépend comment on s'est cogné la tête, comment fort a été la commotion cérébrale. Ben, j'ai frappé l'hippocampe, c'est sûr, ça. La mémoire. Mais il ne faut pas paniquer avec ça. Il faut juste continuellement tu sais, à stimuler notre cerveau puis à utiliser les stratégies pour essayer de moins se stresser, comme mettre nos choses à la même place, utiliser des aides-mémoires. Comme ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça, puis on peut travailler notre mémoire de d'autres façons. C'est bon. En tout cas, j'ai très apprécié ce que vous avez suggéré, là. Puis, oui, ce sont des choses que je surveille, alors je vais continuer. Et merci de l'appui. Alors, j'ai une question, Michel. Lorsque une personne est déjà dans une situation d'oubli, et d'oubli vraiment grave, parce que j'ai ma maman qui oublie et elle arrive même parfois, elle ne nous reconnaît même pas. Alors, est-ce que lorsqu'on est déjà arrivé à ce stade-là, c'est possible de rebrousser chemin? Est-ce que avec des exercices, on peut revenir simplement à la situation de départ? Mais quand c'est trop avancé, évidemment, le cerveau est trop affecté. Mais en utilisant des stratégies qui est possible dans les limitations de sa capacité,
ça peut l'aider à conserver certaines mémoires qu'elle a et la garder la plus possible autonome longtemps. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui progresse, mais il y a des médicaments qui existent pour améliorer ça, pour contrôler ça, pour retarder ça. Mais les exercices aussi de stimulation de la mémoire, puis toutes les autres activités qu'on a dit, manger santé, manger certains aliments en particulier, la B12 et tout ça, ça va aider à au moins cette partie-là. Ce qu'on peut aider, ce qu'on peut contrôler, on essaie de contrôler. Ça va ça va moins affecter, ça peut garder sa mémoire peut-être plus stable un peu plus longtemps. Elle, par exemple, elle avait fait un accident et à la suite de l'accident, on a dit qu'elle a fait un AVC et qu'il y avait un caillot dans sa tête. Alors, le médecin au pays a dit que elle allait, avec les médicaments, faire disparaître ce caillot-là, mais que ça va prendre du temps. Et on se demandait, est-ce que si on la faisait aller dans un pays où il y a un plateau technique adéquat, est-ce qu'en l'opérant, on ne pouvait pas facilement enlever ce caillot et peut-être résoudre de façon plus rapide le problème? Non, parce que le caillot a amené la mort d'une partie du cerveau. Oh, Après 3 jours, le cerveau, la partie du cerveau est atteinte, elle est morte. wow. Mais il y a les cellules, le cerveau est un organe qui est plastique, si on veut. Mhm. Alors, les autres cellules autour peuvent aider à compenser le déficit. OK. Donc, c'est pour ça, la réadaptation, réapprendre à marcher, les différentes activités stimulantes vont permettre d'aider aux cellules environnantes à mieux fonctionner et à justement développer des nouveaux bras, de nouvelles ramifications pour pallier à ces lacunes-là. Mais tout dépendant du dommage, tu sais, il y a certains dommages qui pourront peut-être être irréversibles si c'est trop gros, mais il y a des gens qui font des petits ACV, puis avec la réadaptation, tout ça, ils réussissent à pallier pas mal bien aux défauts. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à la tête? Vous avez posé votre question? Oui, Stella. Non, je crois que c'est pour applaudir, les petites mains là. Oui, OK. c'est ça. Bien, merci. OK. Fait Il n'y que a je pas souhaite d'autre. une belle fin de journée. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Michel, pour la belle présentation et Kathleen. Et bonne soirée à tout le monde. À Merci. bientôt. Semaine. Merci. à Au vous. revoir. Salut, salut. Salut.